Aujourd'hui, on va parler des politiciens congolais et de la politique congolaise. Donc, il faut comprendre les politiciens congolais pour comprendre la politique congolaise aujourd'hui et, par voie des conséquences, comprendre pourquoi notre pays est dans un état de stagnation. Ça, c'est très important parce que si on ne comprend pas les acteurs politiques congolais aujourd'hui, on ne peut pas correctement évaluer la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui en tant que Congolais et réfléchir aux solutions adéquates à cette situation que nous traversons. Donc, vous l'aurez compris, on parle aujourd'hui de la RDC, de sa politique et de ses hommes politiques. Et d'emblée, j'aimerais dire que quand on observe les politiciens congolais d'une manière générale, on peut très rapidement les classer en trois catégories. Selon moi, j'ai trouvé qu'il y a une catégorie de ce que j'appelle les prostituées politiques. Il y a une catégorie de ce qu'on peut appeler les idiots utiles. Il y a aussi une catégorie de ce qu'on peut appeler les hommes d'État en RDC. C'est ce que je veux que nous puissions comprendre ensemble, afin que nous puissions élargir notre pensée critique envers nous-mêmes, envers nos politiciens et aussi envers des solutions que nous avons besoin dans notre pays. Alors, avant de commencer, comme on le fait souvent, force et paix, liberté et décolonisation à tous les Africains, ceux du continent, ceux de la diaspora et ceux de l'avenir. Je m'appelle King Kabala, de la part du Parti africain pour l'unité continentale. Veuillez recevoir nos salutations révolutionnaires. Voilà, l'année 2026 vient de commencer. Tout ce que nous pouvons vous souhaiter, c'est la force et la paix. Ça, c'est très important, la force et la paix. Et beaucoup plus la persévérance dans ce que nous avons choisi comme bataille de cette vie. Alors, comme annoncé, dont nous parlons du Congo, de sa politique et ses hommes politiques, pour comprendre réellement notre situation. Pourquoi le pays est stagné malgré ses ressources énormes, malgré tous ces potentiels que le pays représente aujourd'hui. Pourquoi on est stag? Voilà, c'est ça dont nous parlons. Alors, comme je dis, je vais expliquer les hommes politiques pour comprendre la politique congolaise. Mais en expliquant les politiciens congolais, j'aimerais plutôt expliquer comment les gens entrent dans la scène politique congolaise. Et c'est en évaluant la manière dont les gens entrent dans la scène politique, ce que les gens font pour entrer dans la politique, pour se faire remarquer, pour avoir une passe. C'est ce qui définit d'ailleurs ces trois catégories. Ce que les gens font, c'est ce qui définit en réalité qui est homme d'État, qui est un idiot utile et qui est une prostituée ou un prostitué politique en République démocratique du Congo. Alors, commençons avec la première catégorie des prostituées politiques. Généralement, ce sont les gens qui se mettent souvent à chanter pour les leaders qui sont en place. Pourquoi? Parce que leur but, c'est de se faire remarquer, d'avoir une passe pour entrer dans le système. Alors, pour le faire, trop souvent, ils déconnectent leur cerveau. Quand bien même ils peuvent avoir des diplômes d'État, des grands diplômes d'État, ils peuvent être des cadres universitaires, voire même des professeurs. Maintenant, pour tout simplement se faire accepter, se faire remarquer et avoir une faveur de la part du dirigeant qui est en place ou des ministres en place, enfin, d'entrer dans le système, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est de se transformer en badaud du leader, l'applaudir quand même il fait des erreurs, chanter dans sa gloire, danser pour lui, faire des propagandes inutiles, tout simplement parce qu'ils veulent se faire remarquer comme de fidèles du leader qui est en place, pour ainsi avoir une faveur du leader. Au Congo, il y a un terme qu'on utilise pour signifier ça, on appelle ça les dialélos. Bref, les prostituées politiques en RDC sont ceux-là qui font les dialélos afin de se faire remarquer par le leader qui est en place ou les dirigeants qui sont en place et avoir aussi une faveur et entrer dans le système. Parce que c'est ça leur but, entrer dans le système, entrer dans la scène politique congolaise. Et la voie d'entrée pour eux, c'est en tout cas chanter, danser, faire tout ce qui peut plaire au leader qui est en place. Quand il fait des erreurs, il embellisse ces erreurs-là dans des bonnes choses et présenter ça au peuple. Non, le leader fait du bien pour vous. Les dirigeants ont fait du bien pour vous. Quand bien même les dirigeants ont commis des erreurs. Donc leur travail, c'est d'embellir, d'enjoliver les actions du leader et les présenter au peuple. Question d'avoir une passe pour entrer dans le système. Ça, c'est la première catégorie des prostituées politiques. Et nous les voyons partout. Eux,
ne tiennent pas compte de l'idéologie politique ou de la philosophie politique. Tout ce qui compte pour eux, c'est de chanter pour se faire remarquer, enfin, d'entrer dans le système. Donc, vous allez voir le même figure qui était avec le président Mobutu, ils étaient avec le président Laurent-Désiré Kabila, ils étaient avec le président Joseph Kabila, et aujourd'hui, ils sont avec Félix Tshisekedi. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on peut appeler les idiots utiles. Les idiots utiles d'abord, c'est un terme politique qui a été développé par les Russes pendant la guerre froide. Comme vous le savez, la guerre froide a été beaucoup plus caractérisée par l'espionnage et la manipulation entre les deux blocs. Les États-Unis trouvaient les espions qui pouvaient travailler pour leur compte en Russie, tout comme aussi les Soviétiques trouvaient aussi les espions ou les esprits faibles qu'ils pouvaient utiliser aux États-Unis. Alors, les Soviétiques avaient identifié une classe de politiciens aux États-Unis qu'ils avaient appelés les idiots utiles. Alors, les idiots utiles, ce sont des gens qui se faisaient manipuler, qui se faisaient utiliser par les Russes sans les savoir. Donc, eux se croient être patriotes, se croient être là en train de travailler pour l'intérêt des États-Unis. Par contre, ce qu'ils faisaient était pour l'intérêt de la Russie ou du bloc soviétique sans les savoir, sans se rendre compte. Ce sont des gens qui avaient une sorte de patriotisme exagéré, réellement, qui aimaient les États-Unis. Mais parce qu'ils manquaient d'intelligence, ils manquaient de stratégie, ils étaient faibles d'esprit, ils se mettaient à la disposition du bloc soviétique pour travailler pour les intérêts des soviétiques sans le savoir. Il faut insister sur ça. Et c'est la même chose qu'on peut constater aujourd'hui en RDC. Il y a des gens qui vraisemblablement aiment le Congo, mais à cause des manques de sagesse, à cause des manques de stratégie, ils se mettent à la disposition de l'ennemi pour déstabiliser les Congos, les idiots utiles. Et ils le font sans se rendre compte, sans comprendre que toutes leurs activités voient dans le sens de profiter les étrangers qui veulent déstabiliser le pays. Ce sont ce genre de personnes qui parfois se manifestent par ce que je peux appeler une opposition déraisonnée. C'est-à-dire que eux, souvent, ils se mettent du côté de l'opposition pour entrer dans la politique, pour se faire remarquer, enfin, d'entrer dans la politique ou sur la scène politique en RDC. Ils commencent souvent par une opposition déraisonnée. Ils s'opposent à tout, voire même au bien, ils s'opposent à tout. Pour eux, le régime en place, c'est un régime démoniaque, c'est un régime qu'il faut combattre, c'est un régime qu'il faut anéantir ou détruire. Et quand il arrive les malheurs dans le pays, ils se réjouissent en croyant que c'est les malheurs c'est pas le régime ou les partis politiques qui est en place, sans comprendre que c'est les malheurs qui va affecter tous les Congolais, toute la population. Voilà les idiots utiles. Et toutes leurs activités politiques est profitable aux pays étrangers qui veulent déstabiliser les Congos au lieu de profiter au peuple congolais. Et trop souvent, s'ils ne sont pas dans l'opposition, comme nous les constatons aujourd'hui, ils sont alors dans la rébellion. Et qui soutient leur rébellion? Ça, c'est la question la plus importante. Les cas exprès aujourd'hui, c'est que le Rwanda soutient la rébellion en RDC. Et ces soi-disant révolutionnaires rebelles, ou je vais dire les termes révolutionnaires ne méritent même pas, ces soi-disant rebelles qui croient parfois lutter pour une bonne cause. Certains parmi eux luttent vraiment pour une bonne cause, luttent pour une cause noble, ce qu'on peut vraiment louer. Mais en tout cas, qui bénéficie de plus dans leurs actions, qui gagne beaucoup dans leurs actions, ce sont nos peuples qui se retrouvent en sandwich, massacrés, traumatisés, violentés, ou c'est alors des puissances externes qui soutiennent leur mouvement, qui gagnent beaucoup plus par rapport donc au travers de leur combat ou au travers de leur rébellion. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc c'est-à-dire que ça, c'est la catégorie des idiots utiles, des gens qui veulent entrer en politique en s'opposant à tout, croyant être patriotes et pourtant en train
de faire le travail de l'ennemi qui fragilise la nation, qui divise la nation. Aujourd'hui, ils utilisent les tribalismes, ils utilisent des divisions, ils utilisent beaucoup de stratégies extrêmes qui ne profitent, des stratégies qui ne profitent pas à la nation, mais par contre à l'agenda de l'ennemi. Voilà comment comprendre des idiots utiles. Et la troisième catégorie des politiciens que nous avons au Congo, c'est alors les hommes d'État. Alors, à ce qui concerne les hommes d'État, il y a un adage qui dit que les politiciens pensent toujours aux élections prochaines. Alors, les hommes d'État, eux, pensent à la génération prochaine. C'est-à-dire que la différence qui existe entre ces deux premières catégories que j'ai essayé un peu d'élaborer et les hommes d'État, c'est que les hommes d'État, eux, ne s'inquiètent pas vraiment des élections à venir ou des prochaines élections. Eux s'inquiètent beaucoup plus de la génération qui vient. Alors, pour bien comprendre ça d'une manière un peu simplifiée, donc, il y a deux manières d'entrer en politique au Congo. La première manière, c'est d'aller vers le pouvoir, donc d'aller là où il y a les pouvoirs, soit pour adorer, glorifier, célébrer ceux qui sont au pouvoir, afin qu'on puisse se faire accepter, ou soit aller faire la rébellion afin de négocier avec ceux qui sont au pouvoir, afin d'entrer sur la scène politique, ou soit faire une opposition, une opposition, je vais dire, déraisonnée comme je l'ai dit, enfin d'arriver à la même solution, se faire remarquer et entrer au pouvoir. Une autre manière aussi d'entrer sur la scène politique au Congo, c'est d'aller maintenant vers le peuple. Et les hommes d'État, trop souvent, eux, se dirigent vers le peuple. Ils ne vont pas d'abord là où il y a les pouvoirs, ils vont par contre vers le peuple, là où il y a le peuple. Leur but, c'est d'organiser le peuple, de mobiliser le peuple, de travailler avec le peuple, enfin, de mettre en place des institutions de développement, des institutions qui peuvent quand même répondre aux besoins immédiats de notre peuple. Et c'est ce genre de leaders qu'on peut appeler les leaders du développement communautaire. Voilà. Eux s'inquiètent ou se soucient tout d'abord du peuple. Parce que si vous n'êtes pas en mesure d'organiser votre communauté et de trouver quand même quelques solutions aux problèmes qui tourmentent votre communauté, rien vraiment signifie que vous serez à mesure de changer la situation de tout un pays dès que vous êtes élu président ou premier ministre. Vous voyez, c'est ça. Donc, il faut que le travail commence au niveau communautaire. Donc, si vous êtes vraiment un leader qui veut entrer en politique pour changer les choses, vous êtes un homme d'État, alors il faut commencer par votre peuple. Commencez dans la communauté là où vous vivez. OK? Commencez par organiser les gens, mobiliser les gens, faire comprendre aux gens les enjeux politiques du pays, et au travers de ces structures que vous allez créer, vous pouvez créer maintenant des institutions, parce que il faut comprendre que il y a deux types de solutions en RDC. Il y a des solutions à long terme, il y a aussi des solutions à court terme au Congo. Donc des solutions à court terme, parfois ce sont des choses comme la nourriture, l'emploi, l'économie, la santé, l'éducation. Ça sont des choses, des solutions à court terme dont les gens ont besoin immédiatement. Les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin de travailler, de se faire l'argent, prendre soin de leurs enfants. Mais il y a aussi des solutions à long terme qui sont très importantes. Ce genre de solutions concernent le changement systémique, je vais dire le changement du système, afin que l'or du Congo, l'argent du Congo, les cobaltes, les coltans, le pétrole du Congo puissent profiter aux Congolais. Parce qu'aujourd'hui, ces ressources ne nous profitent pas. Nous ne sommes pas des bénéficiaires de ces ressources. Les ressources sont exploitées par les étrangers pour l'intérêt de l'étranger. Et nous, dans un pays trop riche, nous restons appauvris, affamés et dans toutes les conditions que nous connaissons. Alors, les solutions à long terme consistent justement à élever l'homme politique congolais, je veux dire tout Congolais, enfin, qu'il puisse se mettre ou s'asseoir dans le siège conducteur de son avenir ou de son destin, afin qu'il puisse décider par lui-même, de son plein gré, ce qui doit être fait de ses ressources naturelles. Et d'une façon globale, je pense que les solutions à long terme concernent toute l'Afrique, pas seulement le Congo, ça concerne toute l'Afrique. Ce sont des solutions panafricaines. Alors,
je voulais dire ceci pour faire un point. Parmi des solutions à court terme, 80% de ces solutions peuvent être trouvées par le peuple lui-même. Quand il s'agit d'emploi, on n'a pas vraiment besoin du gouvernement, on a besoin des entrepreneurs dans nos communautés, de gens qui doivent venir créer des sociétés, des entreprises, employer les gens pour créer les conditions économiques qui permettent à ce que le pays ou des communautés puissent se développer. Trop souvent, quand vous regardez dans nos communautés, ce sont des Chinois, des Indiens, des Arabes qui dominent les marchés d'emploi, qui ont des sociétés, mais pourquoi pas nous? Qu'est-ce qui est différent entre nous et eux? Ça, ce sont des solutions à court terme que nous pouvons mettre en place en tant que peuple. On ne peut pas attendre qu'il y ait, c'est pas Jésus, Dieu ou un leader qui va venir changer ça. Pour nous, on peut le faire. Créer d'emplois pour nous-mêmes, on a besoin des entrepreneurs, on n'a pas besoin de gouvernement. À manger, on a besoin aussi des agriculteurs, des entrepreneurs qui vont vraiment faire ce qu'on appelle l'agriculture industrielle. Enfin, de maîtriser notre système alimentaire. Ça, c'est très important. On a besoin des docteurs pour créer des hôpitaux, des centres de santé, des soins adéquats. On a besoin des universités. On a besoin... Donc, ça sont des choses que nous pouvons faire en tant que peuple. Mais pour ce qui concerne des solutions à long terme, des grandes infrastructures, des routes et tout ça là, oui, ça concerne les gouvernements, bien sûr. Mais s'il n'y a pas de leaders dans nos communautés pour mobiliser les gens, pour organiser les gens, pour conscientiser les gens, pour engager au moins les gens dans ce genre de débats, dans ce genre de discussions, dans ce genre de réflexions, dont il n'y aura pas de solutions dont nous avons besoin. Donc pour nous, le développement sera quelque chose qu'on peut importer de l'étranger et venir nous imposer. Et pourtant, le développement, c'est un processus qui commence de l'intérieur et se manifeste de l'extérieur. Donc, le développement doit être une entreprise du peuple lui-même. Parce que c'est nous qui souffrons, c'est nous qui connaissons nos maux et nos difficultés, et c'est nous-mêmes qui sommes capables de réfléchir les méthodes les plus adéquates pour résoudre nos difficultés. Donc le développement doit être notre propre initiative et notre propre entreprise, pas quelque chose qui vient des États-Unis ou partout ailleurs. Donc il faut comprendre cette différence des politiciens. Donc vous avez compris ensemble avec moi qu'il y a trois façons que les gens utilisent, ou trois chemins, ou trois méthodes, je vais dire, que les gens utilisent pour entrer en politique. La première méthode, c'est de faire les dialélos, c'est se transformer dans des petits applaudisseurs du leader. Quand bien même on a des grands diplômes universitaires, on débranche notre cerveau, on ne raisonne plus. Tout ce qu'on commence à faire, c'est d'applaudir ce que les dirigeants font, même si c'est là est contraire à l'intérêt public, mais on applaudit quand même, parce que tout ce qu'on a besoin, c'est que les dirigeants puissent nous donner une fonction, donner un rôle, afin que nous puissions entrer sur la scène politique congolaise. La deuxième manière, c'est de s'opposer à tout, afin de créer une situation qui demande à ce qu'il y ait des dialogues ou les partages de pouvoir, afin d'entrer sur la scène politique congolaise. Parfois, aller même faire la rébellion. Et ça, c'est ce que j'ai appelé les idiots utiles. Okay? Mais la troisième catégorie consiste à aller vers le peuple, organiser le peuple, parce que le pouvoir, en fait, le pouvoir, c'est la confiance que le peuple a en vous. Si vous organisez le peuple, vous commencez à aider le peuple à résoudre ses propres problèmes, les gens vont vous faire confiance. Et à la longue, vous allez comprendre que vous avez vraiment le vrai pouvoir. Pas les pouvoirs étatiques, mais les pouvoirs du peuple, les pouvoirs légitimes. Donc, c'était important pour moi d'expliquer ces trois catégories des politiciens congolais, afin que nous puissions comprendre la politique congolaise, comprendre les difficultés que nous avons aujourd'hui, et aussi comprendre qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions changer notre réalité. J'espère que cette discussion vous a été utile. Si tel est le cas, prière de vouloir souscrire à notre petite chaîne, de la faire croître aussi. Aimez, partagez, commentez, dites-nous ce que vous pensez. En tout cas, force et paix, liberté et décolonisation à tous les Africains, ceux du continent, ceux de la diaspora et ceux de l'avenir. Merci, à la prochaine. Bye bye.